La famille de mon mari m'a demandé d'organiser Thanksgiving. J'ai cuisiné pendant 12 heures, pour que tout le monde annule à la dernière minute. Plus tard dans la nuit, j'ai vu des photos d'eux sur les réseaux sociaux dans un restaurant chic. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit « On ne pensait pas que tu le prendrais si personnellement ». Puis j'ai trouvé un fil de discussion de groupe où il discutait de me voir craquer, et un message de sa mère qui disait « Moi, 38 ans, femme, suis mariée à mon mari, Doug, 41 ans, homme, depuis 9 ans. Nous vivons juste à l'extérieur de Richmond, en Virginie. Pas d'enfant. Il vient d'une famille très soudée, très opiniâtre. Ce sont le genre de personnes qui se montrent polies en public, mais derrière les portes closes, tout est un jeu de contrôle et de pouvoir. Sa mère, Bonnie, est la reine des abeilles. Elle s'est toujours comportée comme si j'étais une étrangère. Ses sœurs, April et Caroline, suivent son exemple. Elles ne m'ont jamais aimée, non pas parce que je leur ai fait quoi que ce soit, mais parce que je ne les flatte pas ou ne fais pas semblant de me soucier de leur commérage ou de leurs événements sociaux chics. Chaque fête, nous allions toujours chez eux. Bonnie contrôlait tout, de la nourriture à la musique en passant par le plan de table. J'aidais toujours à nettoyer après. Je ne me suis jamais plainte, même si Bonnie faisait constamment des commentaires désobligeants comme « Peut-être qu'un jour tu prendras le coup pour organiser » ou « C'est mignon que tu essaies ». Puis l'année dernière, sortie de nulle part, elle a appelé et a dit « Chérie, je pense qu'il est temps que tu organises Thanksgiving. Laisse-moi souffler pour une fois. » J'étais honnêtement choquée. Doug pensait que c'était une excellente idée. « C'est ton tour », a-t-il dit. Il s'ouvre enfin à toi. J'aurais dû écouter mon instinct. Quelque chose n'allait pas, mais je voulais croire que les choses changeaient peut-être, alors j'ai dit oui. J'ai passé des semaines à me préparer. Je ne veux pas dire que j'ai juste acheté une dinde et que j'ai terminé. J'ai fait tout un plan. J'ai nettoyé notre maison à fond. J'ai emprunté une table pliante et des chaises supplémentaires à un voisin. J'ai commandé des serviettes en lin-fantaisie. J'ai écrit le menu et fait des cartons de table avec les noms de tout le monde. J'ai même acheté des centres de table d'automne et des bougies décoratives. J'ai dépensé environ 3 cents $20 en courses et en décoration. Je n'ai demandé à personne de participer. Doug a un peu aidé. Il est allé au magasin pour moi une fois, mais la plupart du temps, il a disparu dans le garage, disant qu'il nettoyait des outils ou une excuse de ce genre. La veille de Thanksgiving, j'ai commencé à cuisiner vers 10 heures. J'ai tout fait à partir de rien. J'avais des minuteurs qui sonnaient constamment. J'ai rôti des légumes, fait 2 tartes, préparé une farce avec des saucisses et des pommes, la préférée de Bonnie. J'ai tout fait. J'ai à peine dormi. Le jour de Thanksgiving, je me suis levée à 6 heures et je me suis remise au travail. J'ai mis une jolie robe vers midi, me suis coiffée et j'ai envoyé un message dans le chat de groupe familial. Tout est prêt. J'ai hâte de voir tout le monde. Pas de réponse. J'ai pensé qu'il conduisait, peut-être occupé. Vers 14h30, j'ai commencé à m'inquiéter. Aucune nouvelle de personne. Doug était assis sur le canapé, regardant le football, buvant une bière. Je lui ai demandé s'il avait eu des nouvelles de sa mère. Il a haussé les épaules et a dit « Non, mais ils sont toujours en retard. » Vers 15h30, je ne tenais plus en place. J'ai essayé d'appeler Bonnie directement sur la messagerie vocale. April n'a pas décroché. Caroline a répondu après quelques sonneries. Je lui ai demandé où ils étaient. Elle a dit « Oh, nous avons en fait décidé d'aller manger au restaurant cette année. » Désolé, Doug ne te l'a pas dit? J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de pied dans l'estomac. J'ai dit « De quoi tu parles? » Je cuisine depuis 2 jours. Elle répond « Oui, on a juste pensé que ce serait plus facile. » Doug le savait. Désolé que tu n'aies pas eu le message. Puis elle a raccroché. Je me suis tournée vers Doug. Il n'avait même pas l'air surpris. Je lui ai dit ce que Caroline avait dit. Il m'a regardé et a dit « Je pensais qu'il te le ferait savoir. Ne le prends pas si personnellement, chérie. » J'ai regardé la table pleine, les bougies, la nourriture, les maudits cartons de table, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Il s'en fichait.
Aucun d'eux ne s'en fichait. Je me suis enfermée dans la chambre et j'ai pleuré pendant ce qui m'a semblé des heures. Je me sentais humiliée, utilisée. Je ne pouvais même pas manger. Tout me rendait malade. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Vers minuit, je suis sortie dans la cuisine pour boire de l'eau et j'ai vu l'iPad de Doug posé sur le comptoir. Il était ouvert. L'écran s'est allumé quand je suis passée. Un message est arrivé sur un fil de discussion de groupe appelé « Famille seulement ». J'ai reconnu le nom de Bonnie, April, Caroline et Doug. J'ai commencé à faire défiler, et c'est là que j'ai vu la vérité. Ce n'était pas juste un changement de dernière minute. Ils l'avaient planifié, tous, pendant des jours, peut-être des semaines. Bonnie avait écrit « J'ai hâte d'entendre parler de son petit dîner pour une personne. J'espère qu'elle a fait ma farce. April, que quelqu'un la filme quand elle réalisera que personne ne vient. Doug, elle jouera la victime comme toujours. Laisse-la faire. Elle a besoin d'une prise de conscience. » J'ai continué à lire message après message où il se moquait de moi, pariait sur le temps qu'il me faudrait pour pleurer, plaisantait sur le fait que j'essaierais trop de m'intégrer. Mais celui qui m'a brisé venait de Bonnie, peut-être que maintenant elle comprendra enfin sa place. Cette phrase s'est gravée dans mon cerveau. Je n'ai rien dit à Doug, ni cette nuit-là, ni le lendemain matin. J'ai agi calmement, comme si j'étais blessée mais que j'essayais de lui pardonner. Il ne s'est pas excusé, a juste continué à dire que ce n'était pas grave. J'ai su alors que c'en était fini. J'avais juste besoin de temps. Au cours des semaines suivantes, j'ai élaboré mon plan. J'ai commencé à transférer de l'argent de notre compte joint. J'en ai ouvert un nouveau à mon nom uniquement et j'ai commencé à y déposer mon salaire. J'ai rencontré discrètement une avocate. Elle m'a aidé à rassembler ce dont j'avais besoin. Doug n'avait aucune idée. Il pensait que j'avais surmonté ça, que j'étais passée à autre chose. En janvier, j'ai trouvé un petit appartement au nom d'une amie. J'ai dit à Doug que je prenais des cours de poterie le week-end, mais en réalité, je déménageais mes affaires petit à petit, vêtements, photos, documents, tout ce que je voulais. J'ai imprimé les messages de groupe. Je les ai organisés. J'ai pris des photos de tout, étiqueté des dossiers. J'allais rendre ça propre, légal, définitif et humiliant. J'ai attendu avril, l'anniversaire de Doug. Il adore les grandes fêtes, et je lui en organisais toujours une. J'ai loué une salle privée dans son bar préféré en ville, lui disant que ce serait juste un dîner, mais quand nous sommes entrés, boum. Grosse surprise. Sa famille était là, ses amis, ses collègues, tout le monde. Il n'avait aucune idée que ce serait sa dernière fête. Quand le gâteau est arrivé, j'ai pris le micro et j'ai dit « Je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante ce soir, pas seulement pour Doug, mais pour la clarté que j'ai acquise ces derniers mois. » Il souriait. J'ai continué. Je pensais que le mariage signifiait la loyauté, mais Doug et sa famille m'ont appris que parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui espèrent vous voir craquer. Maintenant, tout le monde me regardait. J'ai sorti le dossier des messages imprimés. Ce sont de vraies captures d'écran du chat de groupe familial de Thanksgiving, quand vous avez tous décidé de m'humilier. J'en ai lu quelques-uns à voix haute. Bonnie s'est levée et a essayé de m'arrêter. Je l'ai ignoré. J'ai regardé Doug et lui ai tendu une enveloppe, les papiers du divorce. Puis je suis sortie. Après être sortie du bar cette nuit-là, je me suis assise à l'arrière de mon Uber avec le dossier sur mes genoux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai rien ressenti, vraiment, juste du calme, comme si quelque chose de lourd avait été retiré de ma poitrine. Doug m'a appelé 9 fois avant même que je ne rentre à l'appartement. Je n'ai pas répondu. Puis les textos ont commencé, « Où es-tu ? Il faut qu'on parle. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. » Ça dépasse les bornes. Pas une seule fois il n'a dit qu'il était désolé. Au moment où je suis rentrée chez moi, mon téléphone avait plus de 40 notifications. Bonnie a aussi envoyé un texto, « Ce n'est pas comme ça que la famille gère les choses. Tu devrais avoir honte. » Grandis. Je les ai tous bloqués. Je ne suis pas allée travailler le lendemain.
J'ai appelé pour dire que j'étais malade et je me suis juste assise sur mon matelas dans le nouvel appartement. Il n'était pas encore meublé, juste des boîtes, une cafetière et une lampe, mais c'était calme, paisible, à moi. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne réponds généralement pas à cela, mais j'ai décroché. C'était Marc, le fiancé de Caroline. Il a dit, écoute, je ne veux pas me mêler de tout ça, mais j'ai vu ce qui s'est passé hier soir. Et j'ai lu les textos que Caroline m'a montrés quand elle était ivre et pensait que c'était drôle. Il a fait une pause, puis a dit, je veux juste que tu saches que je pense que ce qu'ils t'ont fait était dégoûtant. Je l'ai remercié, sincèrement. Puis il a ajouté, j'ai rompu avec Caroline ce matin. Je ne veux pas faire partie de cette famille. Je ne m'y attendais pas. Plus tard cette semaine-là, je suis retournée au travail et j'ai tout raconté à ma patronne. J'avais besoin de prendre des congés pour les dates d'audience, et elle m'a soutenue. Il s'est avéré qu'elle avait vécu quelque chose de similaire. Elle m'a même donné le numéro d'un groupe de soutien local pour femmes. Pendant ce temps, Doug s'effondrait. Il a commencé à se présenter à mon travail. Pas à l'intérieur, il s'asseyait sur le parking et attendait. Je lui ai demandé de partir. Il a dit qu'il voulait juste parler. Je lui ai dit qu'il pouvait parler à mon avocate. Puis il s'est présenté chez ma sœur. Ma nièce a ouvert la porte et a dit qu'il ressemblait à un chien mouillé. Il pleurait, les suppliant de me dire de l'appeler. Elle lui a dit de partir ou elle appellerait la police. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais demander une ordonnance restrictive. Il ne l'a pas bien pris. Il a publié sur Facebook que j'étais instable et que j'allais trop loin. Il a dit que je l'avais piégé dans une embuscade publique, que je détruisais la vie d'un homme bien à cause d'un malentendu. Puis j'ai reçu une lettre par la poste de Bonnie, une lettre manuscrite. Elle disait, « Tu penses peut-être avoir gagné, mais tout ce que tu as fait, c'est prouver que tu n'as jamais appartenu à cette famille. J'ai élevé mon fils pour qu'il soit fort, pas pour qu'il soit manipulé par une femme amère et sans enfant avec une dent contre tout le monde. » Je l'ai lu une fois. Puis j'ai fait des copies, parce que ça, c'était de la diffamation, et avec les autres textos, ça a donné à mon avocate exactement ce dont elle avait besoin pour porter plainte pour détresse émotionnelle et atteinte à la réputation, surtout après que Doug ait commencé à envoyer des messages à mes collègues et à répandre des mensonges. Nous avons intenté un procès. Doug a perdu son emploi peu de temps après. Un de ses collègues avait été à la fête et avait tout confirmé. De plus, mon avocate a envoyé une lettre à son entreprise expliquant qu'il me harcelait sur mon lieu de travail. Bonnie, elle a été retirée du conseil de l'église après que quelqu'un ait transmis les messages du groupe de discussion. Il s'est avéré que la femme du pasteur avait été à la fête au bar. Elle ne m'avait pas dit un mot ce soir-là, mais elle a certainement passé quelques coups de fil plus tard. Le rebondissement suivant est arrivé quand j'ai appris quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Doug m'avait trompé, pas physiquement, peut-être, mais émotionnellement. Il envoyait des messages à une femme avec qui il travaillait depuis des mois, parlant de la façon dont il se sentait piégé, se plaignant de moi, flirtant, faisant des plans. La seule raison pour laquelle je l'ai découvert ? Elle s'est manifestée, m'a envoyé les captures d'écran. Elle n'avait aucune idée qu'il était marié avant la fête. J'ai ajouté cela au dossier judiciaire. Mon avocate a dit que cela renforçait mon dossier, que la cruauté émotionnelle, l'humiliation planifiée, la tromperie, le harcèlement, tout cela constituait une base solide pour une pension alimentaire complète et un partage des biens en ma faveur. Doug a essayé de se battre. Il a dit que j'étais instable, que je l'avais piégé, mais chaque mensonge qu'il a raconté s'est effondré sous l'épreuve, texto, email, message de l'iPad, ses propres mots. Nous n'avions pas encore fini. Le meilleur restait à venir. Environ un mois après avoir déposé la plainte pour détresse émotionnelle et l'ordonnance restrictive, j'ai reçu un email de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. L'objet disait juste, « Vous ne me connaissez pas, mais je sais ce qu'ils vous ont fait. » Au début, j'ai cru à une blague. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a dit de l'ouvrir. C'était d'une femme nommée Mélanie. Elle a dit qu'elle avait été mariée au cousin de Doug, Greg. Elle vivait maintenant dans le Maryland, divorcée, mais elle suivait toujours la famille en ligne. Elle avait vu une partie du drame sur Facebook que Doug provoquait après la fête d'anniversaire.
Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer jusqu'à ce qu'elle voie la lettre de Bonnie que j'avais postée, avec les noms floutés, dans un groupe de soutien en ligne privé. Quelqu'un l'avait partagée, et elle avait immédiatement reconnu l'écriture. Elle m'a dit que Bonnie lui avait fait la même chose, années différentes, femmes différentes, même scénario. Mélanie a dit que lorsqu'elle était mariée à Greg, Bonnie la traitait de la même manière, insultes subtiles, manipulation, monter la famille contre elle. Elle a dit que Bonnie avait une fois organisé une fête de Noël, invité tout le monde sauf elle, puis lui avait dit que c'était un malentendu. Elle l'a découvert plus tard grâce à des photos en ligne et à un email de groupe qu'elle n'était pas censée voir. Mélanie m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Bonnie ne veut pas seulement blesser les gens, elle veut les humilier, et elle aime quand d'autres personnes se joignent à elle. Elle a dit que la blague de Thanksgiving ne l'avait pas surprise du tout, c'était du Bonnie typique. Elle m'a aussi dit qu'elle avait essayé d'avertir d'autres membres de la famille après son divorce, mais personne ne l'avait cru. Doug avait toujours soutenu sa mère, tout comme April et Caroline. Elle avait l'impression que j'étais la première personne à se lever et à ne pas reculer. Je lui ai demandé si elle serait prête à rédiger une déclaration pour le tribunal. Elle n'a même pas hésité. Ce n'était pas la seule chose que j'ai découverte. Doug était expulsé de l'appartement dans lequel il avait emménagé après que j'ai déposé plainte. Il n'avait pas payé de loyer. La rumeur s'est répandue dans son cercle qu'il était toxique. Personne ne voulait être vu avec lui, pas après que les captures d'écran aient commencé à fuiter sur les réseaux sociaux. Puis j'ai reçu un appel de la responsable des ressources humaines de l'entreprise où travaillait cette autre femme, sa liaison émotionnelle. Elle m'a dit qu'elle me contactait officieusement. Elle voulait que je sache que la femme avait déposé une plainte contre Doug. Apparemment, après les retombées de la fête, Doug avait commencé à la harceler, se présenter à son appartement, lui envoyer des textos de manière obsessionnelle, même si elle avait déjà clairement indiqué qu'elle n'était pas intéressée. Elle avait dû aussi demander une ordonnance de protection. Doug s'effondrait rapidement, mais je n'avais pas fini. Il restait encore une partie de mon plan, et elle impliquait Caroline. Quelques années plus tôt, elle m'avait demandé de l'aide pour créer son site web. Elle essayait de lancer une activité secondaire, planification de fêtes personnalisées. Je l'ai aidée à le concevoir, j'ai acheté le nom de domaine à mon nom, j'ai payé l'hébergement moi-même. Elle ne m'a jamais remboursé. Après le désastre de Thanksgiving, j'ai vérifié le compte. Elle n'avait jamais changé la propriété. Le nom de domaine était toujours légalement à moi. Je ne l'ai pas fermé. J'ai laissé le site en ligne, mais j'ai remplacé tout le contenu. Maintenant, quand vous visitiez sa page, elle ne montrait pas de photos de ses arrangements de table ou de centre de table de style Pinterest. Elle montrait des captures d'écran du chat de groupe, de la lettre de Bonnie, du texto de Doug sur le fait de me voir craquer, et un court paragraphe qui disait « Voilà ce que cette famille trouve drôle, humiliation, manipulation, cruauté. » Je n'engagerai pas quelqu'un qui traite les gens comme ça derrière les portes closes. Le site est devenu viral en ville. Quelqu'un l'a posté sur le groupe communautaire Facebook local, puis sur Reddit. Caroline a essayé de prétendre que c'était de la diffamation, mais mon nom était sur le domaine, les messages étaient réels, et la vérité n'est pas de la diffamation. Elle a perdu ses clients. La petite entreprise dont elle se vantait? Disparue en quelques semaines. Bonnie a essayé de faire croire que j'étais obsédée. Elle a même posté quelque chose disant que j'étais mentalement instable et que je harcelais sa famille. C'est alors que j'ai sorti le dernier rebondissement. J'ai envoyé chaque message, chaque capture d'écran, chaque copie de la lettre de Bonnie directement à la femme de son pasteur. Je lui ai dit que je ne voulais pas de drame, je pensais juste qu'elle devrait savoir qui était vraiment Bonnie. Elle a répondu, c'est horrible. Merci de me l'avoir signalé. Une semaine plus tard, Bonnie a été discrètement retirée de tous les comités de l'église. Puis un journaliste d'un petit magazine en ligne m'a contacté. Quelqu'un leur avait parlé de l'histoire de la trahison de Thanksgiving, et il voulait faire un article sur le harcèlement familial en ligne. Je n'ai pas donné mon nom, mais j'ai donné la permission d'utiliser les captures d'écran. Ils ont flouté les noms, mais tout le monde dans notre ville savait exactement de qui il s'agissait. Les retombées ont été massives. Doug a cessé de se montrer où que ce soit. Il s'est complètement déconnecté. April a supprimé son Instagram.
Caroline a essayé de mentir pour s'en sortir, disant que tout était modifié, mais personne ne l'a cru. Pendant ce temps, j'allais mieux que jamais depuis des années. Mon avocate m'a dit que nous avions tout ce dont nous avions besoin pour finaliser le divorce avec un maximum d'avantages, pension alimentaire, frais de justice, tout. Mais j'avais encore une décision à prendre, une dernière étape. Au moment où nous avons eu notre dernière audience, Doug ressemblait à un fantôme. Il avait perdu du poids. Ses cheveux s'amincissaient. Il s'est présenté seul, sans avocat, il n'en avait pas les moyens. J'avais le mien avec moi, plus chaque document, organisé et prêt. Le juge n'a pas été chaleureux avec lui. Il a examiné les dossiers, les captures d'écran, la déclaration de Mélanie, la plainte pour harcèlement du collègue de Doug, et la copie imprimée de la lettre de Bonnie. Puis il s'est tourné vers Doug et a dit « Monsieur, je fais ça depuis longtemps, et j'ai vu beaucoup de divorces moches, mais la cruauté coordonnée à laquelle vous avez participé, ce n'est pas juste un divorce. C'était de la violence psychologique. Il m'a accordé tout ce que nous avions demandé. » Doug a été condamné à payer une pension alimentaire pendant 5 ans, à couvrir tous les frais de justice, et a été frappé d'une ordonnance restrictive permanente. S'il s'approchait à moins de 500 pieds de moi, de ma famille ou de mon lieu de travail, il serait arrêté. Son visage était vide, comme si son cerveau s'était éteint. Il regardait juste. À l'extérieur du palais de justice, il a essayé de me parler. La sécurité est intervenue. Il a crié « Tu as ruiné ma vie !» Je n'ai pas répondu parce qu'il s'était fait ça à lui-même. Après la victoire au tribunal, j'ai pris un long week-end pour enfin me reposer. Je suis allé à la montagne, j'ai éteint mon téléphone et j'ai juste respiré. Mais il y avait une personne avec qui je n'avais pas encore réglé mes comptes, Bonnie. Je l'avais bloquée partout, mais je savais qu'elle continuait à répandre sa propre version des événements. Elle se faisait passer pour la victime auprès de quiconque voulait bien l'écouter, disait que j'étais instable, vindicative et que je détruisais son fils par dépit. Je me fichais de ce que pensaient ses amis, mais je me souciais d'une chose, mettre fin au cycle. Alors j'ai envoyé une lettre, pas manuscrite, tapée, sans émotion, juste des faits. Je l'ai adressée directement à elle. Bonnie, tu as construit ta famille sur le contrôle et les mensonges. Tu as utilisé les faits comme des armes. Tu as monté les gens les uns contre les autres pour te divertir. Et le pire de tout, tu as élevé tes enfants à croire que la cruauté est une force. Tu as échoué en tant que mère et en tant qu'être humain. Cette fois, tu as perdu. Je n'entendrai plus parler de toi. Si c'est le cas, je poursuivrai pour harcèlement. La femme qui s'est enfin levée. Je n'ai pas signé mon nom. Je l'ai posté avec une adresse de retour de sa propre église. Après ça, elle a disparu. Disparu des réseaux sociaux, plus de commentaires narquois en ville, plus de textos. J'ai entendu dire par quelqu'un à l'église qu'elle s'était retirée de la direction et prenait du temps pour réfléchir. Je doute qu'elle ait changé, mais je l'ai forcée à se cacher. Caroline a essayé de relancer son entreprise de planification de fêtes sous un nouveau nom. Ça a échoué en 6 mois. Les gens se souvenaient. April a quitté la ville et a emménagé avec un type dans le Tennessee. Je n'ai plus entendu parler d'elle depuis. Doug. Aux dernières nouvelles, il vivait chez un ami dans une chambre d'amis, travaillant à temps partiel dans un garage. Pas de permis, pas d'antécédents professionnels auxquels on puisse faire confiance. Sa réputation l'a suivi. Les gens n'oublient pas un homme qui rit pendant que sa femme pleure devant une table de Thanksgiving pleine. Et moi? Je suis toujours dans mon petit appartement, toujours calme, toujours à moi. Je dors mieux maintenant. J'ai gardé une photo de ce terrible Thanksgiving. Je l'ai prise avant que tout ne tourne mal, juste la table, les bougies, la nourriture. Non pas pour me souvenir de la douleur, pour me rappeler que j'ai tout donné, et qu'ils ont essayé de m'écraser pour ça. Ils n'ont pas gagné. J'ai gagné. Et je gagnerai toujours.